Bonsoir, bonsoir. Je suis très contente d'être ici. Voilà. Un petit peu émue aussi. Je vous remercie. Je remercie Mao, je remercie Tanguy, je remercie toute l'équipe de m'avoir invitée à cette petite fête de l'arbre. C'est vraiment tout à fait assez spécial comme ambiance. J'ai compris que vous étiez tous complètement passionnés par le sujet de la nature en général, et peut-être que ce thème de l'arbre en ville ne vous était pas vraiment familier, quoique il fait partie de votre intérêt général pour tout ce qui pousse, tout ce qui bouge, tout ce qui porte racine, tout ce qui porte au pied, tout ce qui porte... voilà. Donc ça sera peut-être un éclairage qui viendra compléter ce que vous a exprimé hier Claire, ce que vous aurez comme autre conférence demain de Agnès Souriceau, et qui est assez complémentaire à votre intérêt pour l'arbre, je dirais plus l'arbre rural. Alors en ce qui me concerne, j'ai eu la chance vraiment de pouvoir travailler pendant 10-15 ans dans le cadre du ministère de l'Environnement, qui avait créé une mission du paysage. Et c'était dans les années 82-83. Je reçois sur mon bureau une petite note du cabinet de la ministre de l'Environnement, qui était à l'époque Huguette Bouchardot. Ça dira quelque chose à certains d'entre vous. Et cette petite note accompagnait une lettre écrite par une Anglaise dans un français charmant. Et elle disait, elle s'adressait à la ministre de l'Environnement en lui disant « Écoutez, Madame la ministre, nous aimons beaucoup la France, nous aimons ses paysages, nous aimons ses routes plantées, mais nous ne comprenons absolument pas pourquoi vous coupez les arbres comme vous les coupez, pourquoi vous les élaguez, pourquoi vous les étêtez, au point qu'on dirait que derrière chaque arbre, il y a un coupeur de tête qui est derrière pour couper tout ce qui dépasse. » Alors, la note qui accompagnait cette lettre de l'anglaise me demandait de faire le point sur c'est quoi cette histoire d'élagage en France. Bon, donc moi, j'y connaissais pas grand-chose et j'ai commencé à me poser des questions et à poser des questions autour de moi. Je suis allée voir des directeurs d'espaces verts dans les villes. Je suis allée voir des forestiers pour leur demander, mais effectivement, pourquoi on coupe, pourquoi on élague, pourquoi on coupe les arbres, pourquoi on les étête, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai eu la réponse classique, même de personnes supposées être très compétentes. Ah, mais quand on les coupe, ça leur fait du bien, c'est comme quand on vous coupe les cheveux, ça repousse après encore plus dru. Bon, d'accord. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui étaient déjà passionnées par le sujet, qui s'étaient informées en Allemagne et en Angleterre, et c'est à partir de là que le fil s'est déroulé, élagage, gestion des arbres, et ensuite, dans un contexte plus large, place de l'arbre dans la ville, aujourd'hui, hier et demain. Et à la suite de ça, effectivement, c'est un travail qui a duré une dizaine d'années, qui m'a permis de rentrer en contact, de faire travailler des botanistes, des ethnologues, des urbanistes, des historiens, des paysagistes, et j'en passe, et d'avoir une sorte de vision assez globale du problème ou de la place de l'arbre dans la ville, en France essentiellement. Et c'est vrai que maintenant, le végétal en ville et le patrimoine arboré dans la ville trouvent une nouvelle considération, sans doute, avec les réchauffements que vous connaissez. Et on associe d'une façon assez facile, assez générale, la plantation des arbres à un meilleur climat dans la ville. Donc, j'ai dit tout à l'heure, cette question-là, c'est une question assez scientifique. Je ne connais pas, ce n'est pas mon domaine. Mais par contre, ce qui reste mon domaine et ce en quoi je crois énormément, c'est la place du végétal dans la ville comme élément d'accompagnement qui doit converser, qui doit être en équilibre avec la masse architecturale pour faire une ville agréable et belle.
Et je crois que le mot de beauté aujourd'hui est un mot qu'on prononce avec, je dirais, un petit peu en marchant sur des œufs. Beauté, beauté, mais pourquoi tu dis que c'est beau, c'est toi qui le penses, etc. Moi, ce que je constate, c'est que personne n'est insensible à la beauté d'un bel arbre. Et j'ai pris ce très bel arbre, je pense que c'est un tilleul, à Toulouse, avec le sentiment que je voudrais partager avec vous, que effectivement, enlever ce bel arbre de cette place et vous aurez complètement autre chose. C'est un repère, c'est un monument, c'est une... on ne peut pas ne pas être sensible à cette présence, outre le fait que l'ombrage est agréable, outre le fait qu'il change de visage à chaque saison, et qu'il est ce repère dans une ville à un certain moment. Et c'est aussi une sorte de la palissade. Cet arbre a bien été planté par quelqu'un il y a 1 siècle ou 2, peut-être 2 siècles ou 1 siècle et demi pour celui-ci. Et c'est aussi ce marqueur de temps qui est présent dans la ville et qui nous montre qu'à un moment donné, il y a une personne ou un comité ou une autorité qui a dit « bon, on va planter un arbre et on va planter un arbre pour nous, mais aussi pour les générations futures ». Et la question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que nous nous inscrivons dans ce temps. C'est une question dont on a déjà un peu parlé. Est-ce que nous nous inscrivons dans ce temps? Est-ce que nous sommes capables de gérer le patrimoine que nous avons reçu et de transmettre non pas le patrimoine que nous avons reçu, mais celui que nous allons créer pour les générations futures. Donc, cette présence de l'arbre dans la ville, elle peut prendre différentes formes, comme vous le voyez. Le végétal est un marqueur des saisons, ça c'est une chose que nous savons tous, mais j'insisterai sur le fait que cette présence végétale est extrêmement importante, même en hiver. Et vous voyez la photo de droite sur les quais de la Seine à Paris. Celle-ci, j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle vous montre, ce sont des marronniers qui sont plantés sur le quai inférieur. Et elle vous montre comme cette espèce de résille, comme une transparence qui donne une certaine poésie à cette vue sur la Seine. Et l'arbre est présent également en hiver par ses ramures, par son architecture. Et d'ailleurs, en ce moment, si vous regardez les extrémités des arbres, vous commencez à voir que ça commence à frissonner, que ça vous annonce le printemps. Donc, toutes ces présences dans le temps, dans les saisons et en fonction des variétés qui apportent quelque chose de très important, de la beauté, de l'harmonie, du bien-être, de la joie, je dirais même. Alors bien sûr, ces arbres-là nous ont précédés. Et l'arbre dans la ville, c'est quand même une très très vieille histoire. Elle commence, quand commence-t-elle? Je ne sais pas, mais les recherches que j'ai pu faire par des historiens ont remonté assez loin, 15e, 16e, avec l'arbre de mai que vous avez à gauche, ici, et qui est une tradition assez ancienne dans les villes et dans les villages, qui voulait que les jeunes gens plantent un arbre auprès de la jeune fille qu'ils aimaient, ou que l'on plante un arbre autour sur la place centrale, et qui donne lieu à des fêtes. Et vous voyez que cet arbre, encore une fois, qui peut avoir 2 siècles ou 3 siècles, a été planté pour le plaisir des habitants, mais aussi pour nous aujourd'hui. Comme vous voyez ici, c'est à Copenhague, un très très beau platane qui seul occupe l'ensemble de l'espace. Et ça, c'est une chose dont je vous parlerai aussi, c'est
le bon arbre au bon endroit, la bonne composition, la bonne formation en accompagnement de l'espace urbain. Alors, j'ai inséré dans mon propos quelques images de l'ODEV que m'avait envoyé Mao, de façon à faire un peu des rapprochements avec le patrimoine que vous possédez à l'ODEV et des considérations et des observations que j'ai pu faire dans d'autres villes de France. Donc ici, vous avez face au musée ce marronnier qui... alors évidemment, ce sont des photos qui ont été prises en hiver et qui ne sont pas très, très, très flatteuses, mais qui vous montrent bien qu'il y a une présence, d'une part, et d'autre part, on en reparlera plus tard, la façon dont ont été traités ces arbres, comment ils ont été gérés, comment ils ont été coupés, comment ils ont été taillés, comment ils sont entretenus, et comment, à travers une ramure, on peut voir l'histoire de sa vie. Celui que vous avez ici n'a jamais été taillé. Celui que vous avez là, vous voyez que là, ici, là, on a eu déjà certaines interventions qui, c'est de ce dont on a parlé toute la journée, qui fragilisent la charpente et qui réduisent l'espérance de vie de ces arbres. Voilà une image que j'ai reprise d'une exposition que j'avais faite dans les années 80 qui s'appelait L'arbre dans le bourg. Et je me suis inspirée et de cette image et de l'image de Pays Arbres, avec l'arbre en haut et en bas, c'est-à-dire son reflet, mais en inversant les couleurs. Et je crois que c'est une image qui est extrêmement forte pour montrer, ça aussi, une évidence dont on a parlé beaucoup hier avec Claire Adjet, qui est toute la vie invisible de l'arbre, c'est-à-dire ce qui se passe sous le sol, qui, en termes d'énergie, en termes de nutrition, en termes de croissance, en termes d'équilibre de l'arbre, est aussi important que la partie supérieure. Et même, je dirais, presque plus importante compte tenu de ce que nous a dit Claire hier. Et c'est effectivement quelque chose, une réalité qui n'apparaît pas surtout en ville où en fait tout est recouvert de dallage, d'asphalte et tout ça. Mais vous avez bien compris avec toutes les explications qu'on a eues que si on ne traite pas le sol, si on n'a pas un intérêt pour le sol aussi important que pour le houppier, on arrive à de très très forts déséquilibres. Mais outre cet équilibre physiologique, je dirais, entre le houppier et ses racines, c'est aussi quelque chose qui nous ramène à des histoires très 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 anciennes, à des religions très profondes, où le ciel et l'enfer, le ciel et la terre, sont en opposition et créent des sortes de cosmogonies dans différentes religions du globe. Et c'est des choses qui sont vraisemblablement inconscientes chez nous, mais qui, pour moi, sont un des éléments, une des raisons pour lesquelles on a cette attirance aussi, je dirais, aussi instinctive pour les grands et beaux arbres. Alors, une ville sans arbres, on verra quelques exemples, ça existe. Une ville avec des arbres, ça existe aussi, heureusement. Et vous pourrez constater que, surtout dans nos climats, ce sont des lieux de grand bien-être. Ce sont des lieux où on se sent bien, où on aime traîner, flâner, jouer, se musarder et tout simplement regarder aussi. Les petites places de villes et de villages en Provence plantées de platanes, vous les connaissez tous. Il y en a pas mal ici, il y a pas mal d'esplanades plantées de platanes. Là, ce sont des places en Provence. La photo
Ici, vous voyez, c'est à Paris, dans le parc de Bercy, un très très beau couvert de jeunes tilleuls avec de très belles lumières de printemps. Et ici, j'insiste beaucoup sur cette image-là parce que ce sont des merisiers qui ont été plantés comme un verger dans une grande prairie dans le parc de Sceaux, en région parisienne. Et lorsque ces merisiers sont en fleurs, la communauté japonaise de Paris se donne rendez-vous, toute la communauté japonaise, pour venir pique-niquer sous les merisiers en fleurs parce que ça évoque pour eux une fête très très importante qui est la fête de Hanani, je crois, qui est la fête des cerisiers en fleurs. Au Japon, tous les printemps, les Japonais suivent la floraison des cerisiers et se font des pique-niques absolument géants sous les cerisiers en fleurs. Et je peux vous dire que la lumière, la qualité de lumière sous un arbre en fleurs, un cerisier en fleurs comme ça, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Alors, dans mon plaidoyer pour les arbres, j'insiste beaucoup sur les frondaisons, parce que je pense que c'est vraiment ce qui crée l'architecture végétale. Une architecture minérale, vous avez une pièce comme celle-ci, des murs, un plafond, qui vous crée un espace. Et le propre des arbres dans la ville, c'est aussi de créer ces espaces, et des espaces qui ont cette spécificité d'être transparents, mais d'être espace quand même, c'est-à-dire c'est une demi-limite, et qui vous donne aussi cette lumière tout à fait particulière qui fait qu'on est bien sous un platane. Les terrasses de restaurants et de cafés sont vraiment confortables sous un platane. Et cette question de houppier, cette question de transparence du houppier, cette question de hauteur de la voûte végétale, c'est un problème qui se pose de plus en plus souvent parce que il me semble que et les citadins et les élus et les responsables ont peur de laisser pousser les arbres. Or, plus vous les laissez pousser, plus vous avez une qualité de lumière qui donne du confort et de la beauté. Alors j'ai choisi cette photo qui est à l'Île-sur-la-Sorgue parce que l'Île-sur-la-Sorgue est un des villages qui a été le plus frappé par la fameuse maladie du platane. Et cette maladie du platane a entraîné la mort. L'Île-sur-la-Sorgue, c'est un village qui est édifié à la croisée de différents canaux, qui est entouré d'eau. Et les platanes, bien sûr, avec toute cette eau, se sont développés formidablement bien. C'était absolument magnifique. Et la municipalité a été obligée de tous les abattre parce qu'ils étaient tous progressivement atteints par la maladie mortelle du platane. Et vous voyez ici ce que je voulais vous dire sur la question du houppier de l'arbre, la différence d'ambiance, la différence de confort, la différence d'agrément avec ou sans arbre. Donc l'importance absolue d'envisager les plantations dans le temps avec cette perspective d'avoir ces grandes et belles voûtes, ce qu'on ne trouve pas véritablement assez souvent dans les villes aujourd'hui. Donc, les plantations urbaines ont été malheureusement malmenées, aussi bien que les plantations extra-urbaines, comme les plantations, la forestation de la France ont été malmenées pendant des siècles. Et ce qui est assez surprenant, et ce que j'ai appris par les études historiques qui m'ont été confiées, c'est qu'il y a eu de grands souverains qui régulièrement se sont intéressés à la question et ont relancé des grandes politiques de l'arbre.
Alors, le premier, à notre connaissance, c'est Henri II, qui, la France, vous le savez sans doute, a été déforestée, puis reforestée, puis déforestée, mais aux périodes de grande culture, la déforestation était intense. On avait besoin de bois pour la construction, pour les navires et les vaisseaux de guerre, pour le chauffage, pour les outils. Donc le bois était extrêmement rare. Et c'est la raison pour laquelle, à commencer par Henri II, de grandes campagnes de replantation ont été faites sur l'ensemble du royaume. Et on plantait des allées. C'est de là que sont venues aussi les plantations le long des routes. C'était pour reforester la France. Mais dans ces textes, dans les premiers textes que l'on trouve qui encouragent à la plantation, on trouve d'une part la nécessité de bois de charpente, de bois d'œuvre, de bois pour les vaisseaux, mais aussi l'agrément que procurent des plantations le long des routes royales, qu'on appelait, qui sont aujourd'hui nos nationales, pour la beauté et pour l'agrément, ce qui est assez important. Donc, 15e siècle, Henri II, 16e siècle, Sully et Henri IV, ministre d'Henri IV. Henri IV était un grand joueur de boules, de maillets, et lorsqu'il se déplaçait dans son royaume, il faisait planter un jeu de mailles. Je vous montrerai une image un petit peu plus tard, là, tout de suite après. Et donc, c'était la même chose, planter partout les routes, les allées, les villes, de tout ce qu'on pouvait. Et de Sully, il reste aussi les fameux ormes de Sully. Le tilleul que vous avez là, c'est un tilleul d'Henri II, mais vous avez entendu parler sûrement des ormes de Sully. Ensuite, Colbert, même combat, problème de manque de bois d'œuvre et de manque de bois pour les affûts de canon. Donc, grande campagne de plantation également. François de Neufchâteau également au ministre de l'Agriculture au XVIIIe, pareil, même combat. Napoléon III, qui a lancé des grandes campagnes aussi de plantation et d'embellissement des villes et de trames de promenade, on verra ça un petit peu plus tard. Et le dernier en date, à ma connaissance, c'est Georges Pompidou. On a retrouvé un courrier qu'il avait écrit à son Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, disant que Monsieur le Premier ministre et cher ami, j'ai appris par hasard que une circulaire avait été édictée par les services du ministère de l'Équipement préconisant de couper les arbres le long des routes. Et je m'inscris en faux. J'ai demandé expressément au Conseil des ministres qu'on ne coupe pas les arbres le long des routes, et je vois que les ordres du président de la République ne sont pas respectés, donc je vous demande de faire, etc. Bon. Et pour accompagner cette harangue, j'ai mis une image de la route nationale, de la nationale 7. Oui, merci beaucoup. Une image de la nationale 7, parce que cette fameuse nationale 7 qui a fait l'objet de chansons, était plantée du nord au sud de platanes, et que maintenant il reste des tronçons assez misérables. Et j'ai remarqué dans ce département, et notamment à Lodève, des vestiges de routes plantées absolument extraordinaires. Vous avez un patrimoine qui est un reliquat de ces politiques, de ces grandes politiques de plantation nationale, et qui n'existe pas, à ma connaissance, dans d'autres départements de France. Voilà, National 7 avec la déesse, voilà. Donc, l'histoire de l'arbre en ville, c'est quand même une histoire assez mouvementée. L'arbre en France et l'arbre en ville, une histoire assez mouvementée. Et c'est quand même assez étonnant de constater que ça va, ça vient, on abat, et ensuite on relance des politiques de plantation, puis on réabat, puis etc.
Alors, sur le plan historique, on est encore dans l'histoire, vous avez ici une petite illustration extrêmement intéressante qui exprime le jeu du mail. Et elle était accompagnée, dans les travaux que j'ai fait faire, elle était accompagnée d'une petite note de Henri IV précisément, de Sully, qui exprimait que chaque ville devait se doter d'un jeu de mailles et que ce jeu de mailles devait être fait de 3 rangées d'arbres, une rangée délimitant un espace pour les joueurs et une autre rangée délimitant un espace pour la promenade. Et vous avez sans doute remarqué que ce terme de maille est un terme extrêmement courant dans la toponymie des villes, et il remonte à ce jeu précisément, ce jeu du mail que Henri IV appréciait énormément. Et donc, comme je le disais, chaque fois qu'il se déplaçait dans une ville de son royaume, il faisait planter un jeu de mailles. Et voilà, le mail, on peut dire que le mail est l'ancêtre du jeu de maillet, mais aussi du jeu de boules et un peu du golf. Donc c'est assez amusant de voir comment un jeu comme ça très ancien a pu donner naissance à une forme urbaine, à une forme végétale urbaine qui est le mail. Alors, à la même époque et un peu plus tard, on a également planté des cours. Et les cours ont été lancés par Marie de Médicis, qui avait un peu la nostalgie du corso italien, la grande promenade où on pouvait se promener en carrosse. Et elle a fait planter le premier corso à Paris, et c'est le cours La Reine, qui est très grand, qui fait 1 kilomètre de long. Et donc le corso, c'est pareil, il y a une allée centrale et deux allées ou 4 allées latérales. L'allée centrale étant l'allée pour la cour, pour la reine et sa cour, et les allées latérales étant pour la promenade des courtisans. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est que ces formes végétales sont pérennes dans la ville. C'est qu'on retrouve aujourd'hui encore des lieux qui sont des lieux comme les jeux de boules ici, là, qui remontent à 200 ans. Et ça, je crois que c'est important d'en avoir conscience et de constater et de savoir que nos lieux, nos cours, nos mailles, nos promenades aujourd'hui ont une histoire, et qu'il est de notre devoir de prolonger aussi cette histoire et de l'agrémenter. Donc, je me suis posé la question, bien sûr, de savoir l'histoire du parc. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé sur Internet de plans anciens qui me permettent de dire exactement la date et tout ça, mais je suis absolument certaine que sur l'Odève, il existe des plans qui vous montrent cette grande esplanade, qui est quand même très très grande par rapport à la ville, et qui devait probablement être un champ d'exercice militaire ou un champ de Mars, et qui est maintenant ce que vous savez, c'est-à-dire un parc classé qui n'a de l'esplanade initiale que quelques vestiges un petit peu en mauvais état, je pourrais dire. Donc toujours dans l'histoire du végétal, avec la ville, des découvertes absolument extraordinaires sur les grandes villes, sur les petites villes, sur les villages, notamment la planification des projets de très grande envergure, comme par exemple les tours de ville ou des projets d'embellissement à différentes époques. Et ici, vous avez la ville de Sens, qui a une forme... Ça, c'est la ville de Sens ancienne, à l'intérieur de ses murs. Et lorsque, au XVIIe, les murs n'ont plus été nécessaires parce que le royaume rentrait dans une période de paix, pratiquement toutes les villes françaises ont transformé
leur tour des murs, ou ont abattu leurs murs et ont fait des promenades circulaires. Et pour la ville de Sens, mais aussi pour les autres villes, les personnes qui avaient les moyens et qui voulaient faire un cadeau à leur ville offraient la plantation d'une promenade ou d'un cours, et il était marqué dans les textes que cette plantation serait au nom du donateur. Aujourd'hui, en Angleterre, on donne des bancs, et autrefois, dans les villes, on donnait des promenades. Les temps changent. Et ici, vous avez sur la ville de Sens, là, vous avez une promenade. Voilà, ça c'est la promenade du Mail, qui correspond à l'image que je vous ai montrée précédemment. Celle-ci, vous voyez, où vous avez les trois rangées d'arbres. Et petit à petit, donc, une première promenade, enfin j'ai regardé les plans anciens, une première, une deuxième, une troisième, pour arriver à un tour de ville. Et pour la ville de Sens, ce qu'il y a de particulier, d'extrêmement intéressant, c'est que la promenade n'a pas été transformée en boulevard. En réalité, beaucoup de ces promenades circulaires sont devenues nos grands boulevards. Et là, ici, la promenade est à peu près intacte. Alors, autre grande forme urbaine végétale, j'ai mis ici le Pérou à Montpellier. Alors là, on est dans une esplanade assez monumentale, une architecture avec des promenades végétales ici tout autour. Et je vous ai mis aussi le plan d'embellissement de Toulouse. Alors, c'est un plan que je trouve absolument fabuleux et qui montre l'ambition que pouvaient avoir les édiles à cette époque, on est au XVIIIe ici, pour l'extension de leur ville. Ce plan s'appelle un plan d'embellissement, et non pas un plan d'extension ou un plan d'urbanisme, c'est un plan d'embellissement. Tous les plans de cette époque s'appellent des plans d'embellissement. Et on a voilà la ville ancienne de Toulouse, donc on voit bien les murs, l'intérieur des murs, la ville qui est vraisemblablement insalubre et tout ça. Les murs vont être démolis et on va planter des grandes allées de promenade, comme ça, comme des allées de jardin, promenades, cours, comme je vous ai montré. Et à l'intérieur de cette trame d'allées vont se développer les nouveaux quartiers de Toulouse. C'est vous dire l'ambition, parce que si vous regardez un petit peu la dimension de la ville de Toulouse et la dimension de son plan d'extension, on va doubler la ville en la structurant à partir de promenades. Et toujours, on est toujours dans cet esprit de promenade plantée d'arbres et de voûtes végétales qui vont former des beaux couloirs, des beaux couloirs de promenade. Alors, le XVIIIe a été un grand siècle d'embellissement et d'extension des villes. Et le XIXe, sous l'impulsion de Napoléon III, a également été un siècle d'extension des villes et aussi d'assainissement par la création de promenades plantées. On connaît l'histoire des promenades de Paris. C'est Napoléon III lui-même qui avait fait des études de paysage à Londres avant de rentrer en France et de prendre le pouvoir, et c'est lui-même qui a fait le plan et qui a dessiné les promenades de Paris. Il a suivi ça de très près, et lorsque Alphand a mis en œuvre ce projet de promenade, il en a fait un énorme livre qu'il a donné à tous les pays, à tous les dirigeants des pays du monde, à l'occasion d'une exposition universelle dont je ne me rappelle plus la date. Mais c'était vraiment un projet extrêmement ambitieux que celui de ces projets de promenade. Bon, ben vous ne verrez pas le projet d'Annecy. Je ne sais pas, les photos ont disparu. Donc, quand on voit
à travers l'histoire des villes, la place tellement importante accordée à ces trames végétales comme structure urbaine, mais basée sur l'agrément, sur la promenade, sur l'embellissement, moi je trouve on peut être amené à se poser la question de savoir aujourd'hui, est-ce qu'on est à la hauteur de ces ambitions de l'histoire de nos villes. On a bien sûr des projets d'extension, des villes nouvelles, il y a de beaux projets, mais en général, je pense qu'on est plutôt dans une période de repli où en fait, on verra ça peut-être tout à l'heure, le côté agrément, le côté embellissement de la ville n'a plus cette même importance qu'elle pouvait avoir autrefois. Je vous ai mis le plan de Béziers, que vous connaissez bien parce que c'est tout près, qui est extrêmement intéressant également parce que c'est une trame végétale tout à fait exceptionnelle dans sa longueur, dans sa largeur. Je crois qu'il existe peu de villes qui ont un aussi beau salon de plein air. Ces allées Paul Riquet qui n'ont pas d'affectation précise, mais qui sont l'endroit où bat le cœur de la ville et où en fait peuvent se dérouler les marchés, les fêtes, la feria, toutes ces choses-là, et qui, même quand il ne se passe rien, restent absolument superbes. Donc je vous parlais tout à l'heure de voûte végétale. Vous voyez qu'ici, on a quelque chose qui est tout à fait magnifique en hauteur. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que, pareil, on a la vieille ville qui est ici, et que au 19e, à partir du théâtre, la volonté a été réellement de planter ces allées sur 1 kilomètre de long pour faire la suture, pour faire la jonction entre la ville ancienne et les quartiers nouveaux. Donc la trame végétale comme couture, comme suture pour l'extension de la ville. C'est bizarre. Alors aujourd'hui, on a eu des grandes ambitions. Je trouve que la Grande Motte est quand même un exemple tout à fait remarquable et tout à fait exceptionnel de la création d'une ville nouvelle, végétale, à partir de rien. Vous voyez quel était l'état du territoire, du terrain de la ville de la Grande Motte avant la création de la ville. Donc drainage des marais, plantation intense de pins parasols et bien sûr toute la construction ici est destinée aux loisirs, aux loisirs balnéaires. Et on a aujourd'hui une véritable ville-jardin, une ville-parc dans un environnement boisé tout à fait exceptionnel. Donc on peut faire des choses comme ça, on peut arriver lorsque le politique le veut. Et aussi, il y avait une volonté très très forte de l'architecte Balladur de créer cette ville-jardin avec un accompagnement paysager, un accompagnement professionnel. C'est Pierre Pillet qui était paysagiste à l'époque et qui a accompagné toute la construction de cette ville et donc qui a fait... C'est une énorme pinède à l'intérieur de laquelle maintenant se répartissent les maisons et les immeubles. Et on va arriver à la question de la gestion. Aujourd'hui, ces arbres, ces pins parasols qui avaient été plantés relativement proches les uns des autres, il se trouve qu'ils poussent très bien, merci, ils sont très très heureux, mais ils commencent à se gêner. Et se pose la question, comment est-ce qu'on va faire accepter à la population, à l'élu ou aux deux, l'idée qu'il faut abattre un arbre sur deux pour avoir un espace encore plus beau, encore plus magnifique, et donner la possibilité à ces pins parasols d'arriver à leur développement mature
le développement de leur espèce. Voilà encore 2 exemples de volonté aujourd'hui contemporaine de réparer la ville ou de créer des quartiers nouveaux avec un projet végétal, un vrai projet végétal. Donc ici, c'est une Alonne. C'est intéressant parce que c'est une cité très, très, très abîmée, très en dérive, on pourrait dire, avec un projet ambitieux de plantation de mailles, de plantation d'une grande prairie ici, avec des fleurs. Enfin, bon, on voit qu'une requalification avec un vrai projet et des moyens, bien sûr, ça redonne une dignité à ces quartiers qui en étaient finalement complètement dépourvus. Et le projet que nous avons ici, c'est un projet d'extension de la ville de Boulogne à partir aussi d'une trame végétale bien composée avec une grande prairie et des allées ici des avenues pour différencier les îlots. Alors, on a fait un petit exposé assez rapide de l'histoire de l'urbanisme végétal en France. Et je vous disais que je suis un petit peu inquiète aujourd'hui de l'état de la non-considération ou de la piètre considération de nos arbres dans les villes françaises. Et donc, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? J'ai repris cette image du recto verso, du haut et du bas, de l'inverse de la chose et son contraire. Et j'ai mis à côté une image de Francis Allais, que j'aime beaucoup, et qui insiste sur le fait qu'aujourd'hui, les personnes ne voient l'arbre en gros que à la hauteur de leurs yeux, c'est-à-dire ils voient le tronc, pas le haut pied et pas les racines. Et il fait la comparaison. Donc il fait la comparaison avec, vous avez peut-être aperçu, une personne qui est coupée à la hauteur du tronc et il compare l'arbre à cette façon dont à ce tronc, si je puis dire, en disant mais qu'est-ce qui se passerait si on nous coupait en haut et en bas du tronc, on n'arriverait plus à vivre. Donc c'est un petit peu ça qui se passe aujourd'hui dans nos villes. Bon, en fait, je peux vous parler rapidement de ce que j'ai vu ici à l'ODEV, qui est assez significatif, enfin assez représentatif de ce qui s'est passé dans toutes les villes de France. Dans les années 70, les fameuses 30 glorieuses, la priorité était donnée à la circulation, au stationnement, et c'est l'époque aussi où avaient été inventées la nacelle et la tronçonneuse, et c'est l'époque aussi où les services ou les entreprises recrutaient du personnel pas forcément qualifié, et là où le personnel qui s'occupait de la voirie autrefois était souvent d'origine rurale, donc savait à peu près comment fonctionnait un arbre avec un houppier et des racines, on a eu des personnes qui n'y connaissaient rien, et on leur a mis une tronçonneuse entre les mains, et on les a montés sur une nacelle, et on leur a dit « coupe tout ça parce que ça nous embête ». Ça peut tomber sur les voitures, ça peut se casser, ça prend de la place, il faut s'en occuper. Et donc, effectivement, dans les années 70-80, il y a eu des massacres, mais véritablement des massacres de patrimoine arboré dont on paye les conséquences aujourd'hui. Et l'ODEV n'a pas échappé à ce massacre parce qu'on voit bien que c'est peut-être il y a 30 ans, je dirais, il y a eu une espèce de coupe rase par exemple, les platanes de l'esplanade ont été coupés, taillés raides à 4-5 mètres, et ensuite ils ont été plus ou moins palissés à l'horizontale, mais les trous de coupe sont énormes, et on voit, je vous montrerai,
on voit les ravages qu'a pu faire cette intervention sur ces arbres le long des troncs aujourd'hui, parce qu'on voit que les troncs sont creux. Pas terrible l'état du végétal. Et ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que très curieusement, et je ne me rappelle plus pourquoi, le département de l'Hérault a lancé une grande politique de création d'esplanades qui s'appelait 100 esplanades pour l'Hérault. Est-ce que ça vous dit quelque chose à certains d'entre vous? C'était dans les... Oui, dans les villages. Où ça? La Vacquerie, il y a une belle esplanade. C'était, je crois, sur l'incitation du CAUE, du Conseil Urbanisme, Architecture et Environnement. Il y avait des fonds du Conseil général et les villages qui le souhaitaient pouvaient créer une esplanade. Et certains villages ont justement conçu cette esplanade de façon à ce qu'elle fasse le lien entre le village ancien et les extensions du village. Et je serais intéressée de savoir ce qu'est devenu ce plan, parce que ce que disait notre collègue du CAE, il disait que récemment, il avait été alerté sur une esplanade dont les platanes ou les tilleuls avaient été étêtés à la demande du maire. Donc ça vous montre un petit peu la précarité de ces politiques, de ces grandes politiques qui sont lancées, comme je vous ai montré par différents grands souverains qui ont lancé des grandes politiques de l'arbre. Il suffit que des mesures de sécurité, des mesures des caméras optiques ou je ne sais pas quoi soient gênées par les branches des arbres, et à ce moment-là, paf, tous les arbres sont étêtés. C'est quand même assez terrible. Et malheureusement, ces pauvres amis, nos amis les arbres, ne sont pas capables de se plaindre. Ils ne peuvent pas aboyer, ils ne peuvent pas hurler, ils ne peuvent pas pleurer. Et on les coupe et puis voilà, basta, on n'en parle plus. Et donc c'est à nous de faire ce qu'il est nécessaire pour arriver à s'accrocher aux branches quelquefois pour empêcher qu'ils soient complètement massacrés. Et l'autre problème de vulnérabilité, c'est que un arbre qui est coupé, étêté comme ça, ne réagit pas tout de suite. En fait, il réagit l'année suivante en redonnant encore plus de vigueur, parce que les racines continuent à pousser la sève, donc il donne beaucoup, mais il est extrêmement affaibli et son espérance de vie est considérablement réduite. Donc c'est très difficile d'arriver à défendre un organisme vivant qui a tellement de mal lui-même à se défendre, enfin le dire, il est malléable. Pourquoi les platanes ont été plantés? Pourquoi des platanes? Ah oui, le platane est arrivé en France au début du 19e, je pense. Et en fait, il s'est avéré que c'était un arbre extrêmement plastique. Plastique, ça veut dire qu'il s'adapte à toutes les conditions. Le sol calcaire, le sol acide, les sols humides, les sols secs. On le taille, on le coupe. C'est vraiment... c'est un très bel arbre. Eh bien, il vient d'Orient et d'Occident. C'est une... Et en France, on a des hybrides de ces platanes. Ils ont des caractéristiques extérieures un petit peu différentes l'un et l'autre, mais ils sont tout aussi magnifiques, tout aussi beaux et tout aussi faciles. C'est des arbres faciles, vraiment faciles. Ben oui, vous avez raison, mais ça revient à ce que je vous disais sur les lagages et sur les moyens techniques qui ont été mis au point dans les années 70, la tronçonneuse et la nacelle, et là, en l'occurrence, c'est le bras articulé. C'est aussi des questions de budget, c'est que ça va beaucoup plus vite avec un bras articulé de passer comme des brutes, comme ça, sur le long des haies, des chemins ou des routes, et puis basta, on n'en parle plus, quoi. C'est plus du travail à la main, à la serpe, qui vous fait des coupes franches. Et les coupes franches, elles devaient se faire beaucoup plus régulièrement, vraisemblablement, parce que les rameaux étaient utilisés aussi pour le fourrage. Donc là, maintenant, on coupe les haies le long des routes.
parce qu'il ne faut pas qu'elles envahissent la route, et on les coupe tous les 3 ans peut-être, ou tous les 4 ans. On a des grosses coupes et du déchiquetage absolu, mais c'est une question de technique économique, d'économie de technique, je pense. Pareil pour les lagages. Alors, voilà. Vous voyez donc ce tronc, le tronc d'arbre et le tronc de la personne. Et donc, l'idée de Francis Salé étant que si on me coupe ici et si on me coupe là, je n'existe plus, bien entendu. Alors, voilà ce dont je vous parlais. Les ravages qu'ont pu faire les 30 glorieuses sur le patrimoine arboré. Vous vous souvenez peut-être du plan de Sens en Amande, avec tout le tour de ville en promenade, dont une qui s'appelait la promenade du Mail. Et voilà ce qu'elle était dans les années 70. Ce sont des marronniers qui ne demandaient rien à personne, mais ils ont fait ici un parking que vous voyez là, et donc tout est lagué, et on a ici, ça c'est dans les années 2000, le résultat des arbres qui ont perdu 30 ou 50 ans d'espérance de vie et qui sont aujourd'hui abattus. Alors que ce qu'on demande à des arbres, c'est de faire de très très belles voûtes, et je reviens sur le parc, ce que vous appelez le parc ici, qui à mon avis pose problème. Je ne sais pas s'il y a eu une étude phytosanitaire qui a été faite sur ces arbres, mais il y a un certain nombre de structures, de charpentes qui me semblent être relativement vulnérables. Et puis, on voit bien ici tous ces platanes qui ont été un peu conduits n'importe comment et qui sont aussi, je dirais, qui ont aussi une espérance de vie qui a été réduite. Alors voilà la question qu'on peut se poser. C'est un arboriculteur de mes connaissances qui a fait cette expérience-là sur des peupliers qui ont été étêtés. Il a fait des coupes comme ça pour montrer ce dont on a parlé plusieurs fois au cours de ces petites journées de l'arbre, comment la pourriture rentre progressivement à l'intérieur du tronc et rend le tronc extrêmement vulnérable, ce qui fait qu'au bout de 30 ans, de 20 ans, les élus vont dire « attention, il faut faire… » Et ils ont raison, les arbres deviennent dangereux, là où, si on ne les avait pas touchés, on n'aurait pas de problème. Donc, petit cours de physiologie, une taille, la pourriture rentre dans le trou, la branche qui rejette ne va pas être ancrée sur le tronc, et donc elle va tomber. Et donc là où les personnes qui commandent ces coupes croient sécuriser la voirie, au contraire, elles la rendent plus dangereuse. Et ici, la leçon de ce que je vous disais, coupe rase, là, et là, on a des traînées, des manifestations de pourriture qui viennent de là-haut, c'est rentré là-haut, et c'est descendu tout le long du tronc. Et on voit ici, par exemple, ce que ça donne. Ça donne un arbre qui ne demande qu'à tomber. Alors, il y a bien sûr tout ce qu'on peut faire au niveau de la charpente, mais ce qu'on a vu abondamment hier et aujourd'hui, tout ce qui se fait et qui ne devrait pas se faire au niveau du sol et de l'étouffement des racines. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, pas très compliqué quand même, pour soigner notre patrimoine, mais surtout, aujourd'hui, pour
offrir un patrimoine qui ait les meilleures chances de vie et que l'on puisse léguer aux générations futures. Donc, il faut choisir les espèces et les espaces, ou les espèces en fonction de l'effet que l'on veut obtenir, mais aussi en fonction de l'espace dont on dispose. Et on voit bien que pour ça, des coupes de la croissance de l'arbre ou des coupes de l'arbre à son terme adulte dans l'espace donné nous permettent d'avoir une idée de l'arbre ou de l'espèce qui sera la mieux adaptée. Et on voit bien que ces tilleuls ici, qui vont monter à 30 ou 40 mètres, n'auront pas le même effet que ces pruniers à fleurs. On a une charmante petite allée qui s'inscrit bien dans l'espace dans lequel elle est mise, enfin dans lequel elle est plantée ici, alors que là, il faudrait beaucoup plus d'espace. Donc, une des erreurs que l'on fait trop souvent aujourd'hui, c'est de planter trop serré, trop près des façades, et de se retrouver encombré au bout de 5 ou 10 ans, et de se dire, zut, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'en sortir? Il y a les riverains qui rouspètent, il y a les arbres qui ne sont pas contents, il y a c'est absolument pas satisfaisant à terme. Et autre chose sur lequel j'attire votre attention, c'est la grande mode de la plantation des palmiers, parce que le palmier, ça fait exotique, ça fait ville de vacances, et je crois que là aussi, il faut se poser la question de l'effet que l'on veut avoir, quel genre de frondaison, quel genre de ramure, quel genre d'espace on veut créer. Et je pense que c'est un petit peu un tic esthétique, une espèce d'attitude esthétique de planter des palmiers en se disant bon, ça fait exotique, ça fait bien sur les revues, ça fait une belle photo, mais il n'empêche que il n'y a pas cet effet, comme je vous ai montré, de voûte végétale qui permet, surtout c'est à Valence, ça, dans les villes du Sud, de passer du temps dans une espèce d'ombre agréable. Donc, choisir l'espèce en fonction de son développement futur et la planter avec suffisamment d'espace, on verra pour le souterrain plus tard, mais d'espace aérien pour que la couronne se développe normalement. Vous avez ici le cours du millénaire à Montpellier. C'est dans la ville, dans la partie Antigone, qui a été créée par Bofill. Et donc, Bofill a voulu faire une espèce de maille de pin parasol, comme ça, avec des cyprès, et il les a plantés tous les 4 mètres, je crois, et on se trouve 15 ans après dans une espèce de densité extrême, avec des aiguilles partout, avec... et le directeur des espaces verts de l'époque, ça c'est dans les années, ça c'est à peu près en 2008, me disait mais je ne sais pas comment faire parce que si je commence à abattre les arbres, tout le monde, toute la population va s'accrocher aux branches et je ne pourrai pas. Donc il y a eu un vrai problème de conception au départ, trop dense, trop serré, et aujourd'hui un problème d'encombrement de l'espace, trop d'ombre, pas pratique, trop... c'est pas adapté du tout, alors que le pin parasol, quand il se développe, peut vraiment être absolument magnifique. Et on voit ici, par exemple, c'est aussi à Montpellier, un micocoulier, un seul, qui a été planté, bien planté au milieu de la place et qui a pu se développer. Et c'est donc là où, en fait, un et un seul peut faire le travail d'une dizaine. Et on n'a plus de problème à la fin. Et donc l'importance du gabarit, en quelque sorte, c'est ce que je pourrais dire. J'ai mis ce micocoulier de Montpellier en dessous d'un... Là, c'est un oranger qui a été planté à Nice, entre 2 immeubles. Vous voyez, il y a le Prise Unique ici, le centre commercial ici. Et on peut s'imaginer qu'un micocoulier dans quelques années, bon, mettons 10 ans, aurait vraiment trouvé sa place entre ces 2 bâtiments. Et là, on a un oranger, parce que monsieur le maire de Nice adore les orangers,
et parce que Menton est la ville des citronniers, donc Nice sera la ville des orangers. Bon, d'accord. Ça donne une place du végétal dans l'espace public et dans la ville qui est complètement surprenante et même aberrante. Donc c'est des choses comme ça sur lesquelles je suis vraiment très très en colère. C'est vraiment le n'importe quoi, sans réflexion sur l'avenir, sur le développement, sur la végétalisation d'une ville dans l'esprit d'un projet et dans l'esprit d'un patrimoine. Et ici, donc, j'ai mis ce que devraient faire tous les architectes et les paysagistes, une coupe transversale à l'échelle, avec les arbres à l'échelle adulte. Et c'est là où on peut choisir la bonne espèce et le bon espacement, le bon écartement des façades. Un petit clin d'œil à la rue de la Bouquerie, ici, à Lodève, parce que c'est ce qu'on a vu hier ou avant-hier quand on a fait la visite des arbres de Lodève. Non, c'est des tilleuls. Non, les tilleuls sont sur le côté. Des frênes trop près des façades, là-bas. Des espacements trop serrés et vraisemblablement des problèmes qui vont se poser dans à peine 10 ans d'encombrement et de compétition entre les houppiers. Alors, on trouve des beaux exemples d'anticipation. Évidemment, beaucoup de personnes, je reprends l'exemple des élus, mais aussi des populations, veulent des effets immédiats. Et je crois que c'est aux concepteurs et aussi aux citoyens de réfléchir à l'idée qu'un projet végétal n'est jamais fini, il n'est pas figé, et qu'il peut évoluer dans le temps. Et qu'on peut, par exemple, comme à la Grande Motte, vous voyez ici, c'est les premiers pins parasols qui ont été plantés, ils ne sont pas grands. 20 ans après, on voit que le couvert arboré, la strate arborée s'est développée complètement et que ce qu'on avait mis ici comme des tapis de romarin pour occuper l'espace a disparu au profit des arbres. Mais on peut envisager dans un projet de végétalisation de la ville différentes étapes qui seront suivies par le concepteur et par les services techniques. C'est-à-dire qu'au départ, ça peut être, on peut insister davantage sur ce qui se passe au sol pour laisser aux arbres le temps de grandir et de prendre la place. Et après, il n'y a plus besoin de grand-chose. Et ce petit exemple est intéressant parce que vous voyez qu'ici, peut-être, il y a des pins parasols, tout petits, très jeunes, avec un très beau rond-point, très bien planté. Et le pin qui était dans l'espace privé a disparu. Et là, on voit que ceux qui ont été plantés commencent à prendre la relève. Donc cette idée de faire aussi un plan échelonné dans le temps, avec des différentes étapes et une relève qui peut se substituer à des abattages nécessaires ou involontaires. Et aussi, je plaide pour une réflexion sur la nécessité des plantations ou la non-nécessité des plantations. Il y a des moments où il y a des lieux, où il y a des endroits où c'est aussi bien de ne pas planter. Et cette image de Montpazier, je l'aime beaucoup parce que cette carte postale montre que c'était vraisemblablement des ormes qui se sont développés de plein jet, c'est-à-dire vraiment des très beaux arbres. On ne ferait plus jamais une plantation comme ça aujourd'hui, et qui vont donner un couvert végétal extrêmement lumineux. Et la restauration de la place, ils ont dû être abattus vraisemblablement à cause de la maladie de l'orbe, la restauration de la place a été faite sans arbres du tout. Ce qui est très bien aussi.
parce qu'on a la chance d'avoir des galeries couvertes tout autour, si bien qu'on peut soit être à l'abri du soleil tranquillement, mais je pense, et là à droite, c'est la ville de Lucca, les maisons qui se sont installées à l'intérieur des arènes, et pas un arbre, bon, c'est l'Italie. Et ici, c'est à Sienne aussi, c'est l'Italie. L'Italie a l'art de faire des places minérales qui sont absolument magnifiques et dans lesquelles on se sent bien. Donc, dans des places qui ont une très très forte charge architecturale et historique, il est tout à fait possible d'envisager de ne pas planter. Mais alors là, on a souvent affaire aussi aux populations qui disent non, non, on veut des arbres. Par exemple, il y a des places à Bordeaux, il y a la place des Vosges aussi à Paris, où il y a eu une lutte pendant très très longtemps pour savoir les architectes ne voulant pas replanter, la population voulant des arbres parce qu'ils n'ont que ça comme espace vert. Donc c'est souvent des rapports conflictuels entre les différentes parties en présence. Ensuite, j'ai parlé de la partie aérienne. Reste la partie souterraine. Je la verrai pas par-dessous comme notre amie Claire, je la verrai en surface. C'est, comme vous l'avez compris, je crois, extrêmement important de garder des sols, enfin de prévoir des sols aérés qui permettent, enfin qui prennent l'eau et qui permettent une certaine aération. Et on a ici quelques exemples, c'est possible. Alors en centre-ville, on a vu que le principe de la bande était intéressant pour permettre aux racines de se développer en longueur sur une tranchée. Ici, on a des sols avec du gravillon et des petites plantes tapissantes. Et là, on a un sol extrêmement intéressant qui est un terre-pierre, je pense, mais dans lequel viennent s'incruster des petites sauvageonnes et qui donnent quelque chose de très agréable à mon avis. Donc, revêtement perméable et sol en quantité pour les racines si on veut avoir de beaux pieds. L'espace vital pour les racines. Alors, ce que j'ai trouvé de plus ubuesque, de plus incroyable en termes d'arbres en ville, c'est un chêne vert planté dans un pot à Marseille. J'étais accompagnée par une personne des espaces verts là, qui m'a dit « Ah, mais vous aimez pas ça, madame? Mais pourtant, ça fait un arbre de plus dans la ville. » D'accord. Bon. Et ici, pareil, à Marseille, ça c'est une photo qui a été prise en 2002-2003. Je ne sais pas ce que sont devenus ces oliviers, mais après ce que vous avez vu sur le fonctionnement des racines, vous imaginez comment les racines le système racinaire est heureux dans ce truc-là et comment le houppier va se développer. Et là, je dois dire que je suis complètement interloquée, je ne sais pas, c'est un coup d'architecte, de plasticien, de je ne sais pas quoi, mais malheureusement c'est trop fréquent, et c'est très fréquent aussi que les élus vous disent « Ah mais moi madame, j'ai planté plein d'arbres, vous savez, et ça compte pour une plantation d'arbres en ville. » Pardon. Ça compte dans leur bilan. Ça compte pour 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 50 arbres de plus dans la ville de Marseille. Pas mal. Ici, c'est encore une autre histoire assez curieuse. C'est aussi à Saint-Quentin-en-Yvelines, une voie express rapide pour les bus. Là. Et donc, l'élu a absolument tenu à ce qu'il y ait une espèce de chose centrale comme ça. Il y a tout un alignement de tilleuls. La marge ici fait 40 cm. Mais tu as travaillé dessus ouais. 70, oui, ok. Bon. Donc, quand les troncs se développent, voilà.
Voilà. Alors, ici, nous avons été voir la place du marché hier à l'ODEV. Avec, moi j'avais, avant que tu nous donnes ton verdict et ton diagnostic sur ces microcouliers, j'avais pressenti effectivement que, compte tenu de la gueule qu'ont ces arbres, il devait rien avoir à manger à l'intérieur. Et effectivement, recouvert de béton ou de noir, une toute petite fosse, ces arbres sont, je dirais, condamnés à moyen terme. Une autre expérience ici intéressante, alors ça c'est en Bretagne, où en fait on a une bande filante ici qui va permettre à l'eau de pénétrer et aux racines au moins de se propager sur une certaine longueur. Et j'aurais envie d'insister sur les jeunes plantations, et parce que j'ai constaté que les gens, tout le monde a peur des jeunes plantations. Effectivement, abattre un arbre, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais il faut le faire, ça fait partie du cycle végétal. Et le remplacer, comme on en parlait, par des transplantations de vieux sujets, bilan négatif parce que, au bout de 5 ou 10 ans, des jeunes sujets bien plantés vont rattraper le temps. Et moi, je trouve que une ville qui s'est plantée jeune, et jeune et bien, donne une image de dynamisme que ne donnent pas des arbres qui sont maintenus sur place, je dirais presque sous perfusion ou sous acharnement thérapeutique, alors que, ma foi, de temps en temps, il faut abattre et replanter et avoir ces beaux et jeunes sujets qui donnent vraiment une sorte de vision de foi dans l'avenir, je dirais. Là, c'est la place des Quinconces à Lyon, c'est la place Bellecour à Lyon, voilà, pardon. Et donc avant-après, vous voyez, bon, ça a été une décision très courageuse de décider de tout remplacer. Et cette photo-là, elle a déjà une dizaine d'années. Je suis absolument certaine que maintenant, on a retrouvé une véritable ambiance de place, de grande place d'armes avec sa double allée de platanes autour. Alors, il y a aussi, j'ai mis encore quelques images de belles plantations très jeunes. Moi, ça m'enchante quand je vois des plantations comme ça. Là, ce sont des... bon, peu importe. De voir que on les sent bien, ils sont bien dans leur godasse, bien dans leur fosse de plantation, et qu'ils vont se développer, et qu'on laisse vraiment quelque chose. On laisse quelque chose de très très beau au Danemark, aux Pays-Bas et à Lyon. Et ici, alors, vous aurez une conférence de Agnès Sorisseau demain qui vous parlera des plantations à partir de semis. Là, ce sont des jeunes baliveaux, mais c'est une manière très économique de faire un parking et très rapide en réalité, parce que si c'est suivi, au bout de 2 ou 3 ans, on a véritablement une structure végétale qui marque l'espace, et un peu plus tard, on a un houppier. Et cette image, pour encourager la ville de l'Odève à refaire ses parkings, qui sont un petit peu... Donc voilà, je pense que par rapport à un appauvrissement, un réel appauvrissement du paysage végétal urbain et périurbain, on peut faire des choses, on doit faire des choses, on doit planter.
Et par exemple, bien sûr, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette première de Télérama. Là, moi, ça m'avait vraiment frappé parce que ça doit avoir une dizaine d'années, ce Télérama. Mais pendant des années et des années, on s'est battu pour une meilleure considération des entrées de ville. Bon, c'est toujours pareil, ça n'a pas changé. Et j'aime bien montrer cette photo, qui est une photo de Nîmes, Nîmes Ville Active, qui a été un plan d'urbanisme très bien fait, avec des jeunes plantations, une zone industrielle à côté, et où on voit qu'en définitive, l'un n'empêche pas l'autre. En général, les entreprises ici ne veulent pas planter parce que ça va cacher leurs enseignes, mais c'est complètement faux. Et donc, j'ai fait quelques petites propositions pour l'ODEV, dans l'idée que une vision à long terme, une planification à long terme peut se faire en allant petit à petit, en changeant, mais tout ça dans un plan d'ensemble qui organise, comme je vous l'ai dit avant, l'architecture, l'usage, le végétal dans un plan global, et pour avoir une ville joyeuse, je dirais, où la végétation se sente bien, où la végétation soit partie prenante entièrement de l'ambiance végétale et participe au dynamisme de la ville. Et donc la médiathèque dont on parlait tout à l'heure, voilà, la médiathèque dont on parlait tout à l'heure, effectivement, la médiathèque, elle est toute neuve, elle est toute belle, mais c'est un petit peu dommage de ne pas en avoir profité pour rafraîchir, pour restaurer son environnement, d'avoir gardé ces platanes-là qui vraisemblablement vont se trouver avec des racines étouffées qui vont crever dans peu de temps. J'aime bien cette image qui est une image de Copenhague où il y a un bâtiment moderne avec des plantations Gleditsia très jeunes, mais elles sont là, on les voit et on s'imagine bien que dans quelques années ça va pousser. Bon, elles font partie du projet d'ensemble. Et c'est pareil pour c'est à Strasbourg, je crois, les arbres anciens. Là, c'est près du musée, hein, le marronnier du musée. Bon, c'était pas trop difficile, à mon point de vue, d'intégrer un projet de restauration de la place et de garder l'arbre, de lui faire suffisamment de place comme ça, mais dans ce projet de restauration globale. Alors, autre vision à long terme pour l'ODEV, soigner les accès, les entrées de ville. Vous avez des très belles avenues, des très belles plantations de platanes, là, pour les routes d'accès. Les abords ne sont pas toujours très bien. Je vous ai trouvé quelques exemples, là. Bon, c'est pareil, rentrer dans une ville, quand on est accueilli par des belles plantations comme ça, c'est autre chose que des enseignes, des publicités, tout ça. Ici, nous sommes à Albi. Alors, vous voyez, et là, avenue de la République, bon, un petit aménagement paysager n'aurait pas fait trop de mal. Dans l'idée d'une vision à long terme, vous avez de très beaux arbres et il faudrait peut-être commencer par faire un diagnostic de tout ce qui existe et voir sur 15 ans, sur 20 ans, comment gérer ce patrimoine et comment le mettre en valeur, qu'il soit privé ou qu'il soit public. Et ici, évidemment, ces arbres des esplanades et ces arbres du parc, qui pour moi sont assez problématiques, et du fait... Alors, je comprends bien que
les photos prises en hiver ne sont pas du tout gratifiantes, mais elles ont au moins ce mérite de montrer les structures végétales telles qu'elles sont, les architectures végétales telles qu'elles sont. Et j'ai vraiment constaté, et je pense ne pas être la seule, que ici, ces coupes rases qui ont été faites mettent en danger quand même la survie de ces arbres-là. Et là aussi, c'est pas terrible. Et ça justifierait véritablement un projet d'ensemble de restauration, parce que c'est un endroit extraordinaire. Et je vous encourage vivement à chercher dans les archives de la ville, ou peut-être les archives de Montpellier, les plans anciens pour voir exactement comment était conçue cette grande esplanade qu'on appelle le parc, qui a dû être conçue au XVIIIe à mon avis. Et alors aussi, on a parlé un petit peu rapidement de ce patrimoine végétal qui accompagne les berges des deux rivières qui bordent l'Odève. Il y a un potentiel extraordinaire ici qui serait formidable de mettre en valeur dans un plan général de trame arborée et paysagère. Alors, je vous ai mis quelques petits clins d'œil pour terminer. Si vraiment vous avez envie de rien faire, il y a les solutions de facilité. Il y a ces arbres-là. Ça, c'est la dernière invention. C'est des arbres qui font panneaux solaires en forme d'arbre. Et donc, la publicité. D'accord ? Oui, c'est les dernières. Ça, ce sont des antennes de télévision, des antennes qui sont déguisées en arbres. Là, ce sont les faux pins de la gare de Marseille. Et ici, voilà. Hein. Et donc, aussi de belles initiatives. Et bravo pour la petite fête de l'arbre. Et juste pour terminer... Ah ben non. Alors, quand même, les deux dernières photos que vous n'avez pas vues, que j'ai passées trop vite, c'est une photo qui a été prise à Londres. Un panneau qui indique au bus de faire attention aux arbres qui sont penchés le long de la route. Vous connaissez ça, vous ? Et celle d'au-dessus, c'était une photo d'un arbre qui est pris à Berlin, qui vient d'être planté avec une petite étiquette disant « Je suis un nouvel arbre de Berlin. Veuillez m'accueillir et prendre soin de moi ». Et ces arbres sont plantés à partir pour moitié à partir de souscriptions qui sont faites de dons qui sont faites par les habitants de Berlin. Merci beaucoup et merci à la petite fête de l'arbre. Vous avez de quoi réfléchir et de quoi faire pour améliorer ou pour construire votre patrimoine urbain de demain.